Préparez-vous à rencontrer celui qui est considéré comme le pire directeur que Poudlard ait connu. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir, Phineas Nigellus Black. Voilà un nom qui n'a certainement pas dû vous échapper si vous avez joué à Hogwarts Legacy ou si vous avez lu les derniers tomes de Harry Potter. Car oui, le personnage est bien présent dans les deux sous différentes formes. Et forcément, ce gros clin d'œil dans le jeu à la saga d'origine m'a terriblement donné envie de parler de lui et de sa lignée. Et je vous avoue que cela tombe très bien car cela faisait un bon moment que j'avais envie d'analyser la famille Black. Allez, installez-vous confortablement, sortez votre plus bel uniforme de Serpentard histoire d'être dans les bonnes grâces de l'ancien directeur et surtout, pensez à vous abonner, c'est important. C'est parti pour découvrir qui était Phineas Nigellus Black. Pour bien comprendre son personnage, il faut revenir en 1847, année de naissance de Phineas Nigellus dans la famille Black. Notre petit Phineas, oui appelons-le Phineas c'est plus court, est le deuxième de sa fratrie, composé de Sirius Ier du nom son aîné, de sa cadette Eladora, bien connue pour avoir lancé la tradition familiale de la décapitation des elfes de maison âgée, et de la petite dernière Iola, qui sera des années plus tard reniée pour ne pas avoir suivi les valeurs familiales. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est pas encore venu le temps de donner un prénom d'étoile ou de constellation à chaque enfant de la fratrie de la famille Black, ce qui n'empêche cette dernière de perpétrer une autre tradition plus ancienne encore, celle d'élever leurs enfants dans les préceptes de la pureté de sang. Et oui, c'est que ça remonte à loin cette affaire-là. La famille Black accorde une importance sans égale à la pureté du sang. Ils se considèrent à bien des égards comme l'élite de la société magique, ou sa royauté si vous préférez. Leur devise n'est autre que toujours pure, devise prise extrêmement au sérieux par ses membres et qui laisse imaginer le traitement qu'ils accordaient aux moldus, craquemolles, traîtres à leur sang, nés moldus et autres êtres magiques. Phineas n'était donc pas des plus sympas avec les nés moldus ou Sandbourg comme il aimait les appeler et autres personnes qui ne se rangeaient pas du côté des sangs purs, comme on a notamment pu le remarquer à travers une interaction que son portrait a eue avec Hermione Granger dans Harry Potter et les reliques de la mort. Ce que nous voulons vraiment savoir, professeur Black, c'est si quelqu'un d'autre a un jour, pris l'épée, peut-être pour la nettoyer ou autre chose ? Phineas interrompit à nouveau ses efforts pour se débarrasser du bandeau et ricana. « Ah, les nez moldus !» répliqua-t-il. « Les armures fabriquées par les gobelins n'ont pas besoin d'être nettoyées, petite simplette. L'argent des gobelins repousse la vulgaire saleté et n'absorbe que ce qui le renforce. » Et dites-vous que là, il ne s'agissait que du portrait magique de Phineas, donc qu'une réplique de sa personne. Une réplique des plus fidèles, mais j'y reviendrai plus tard. Enfin bon, cela vous laisse imaginer le personnage qu'il était en réalité, même si les joueurs de Hogwarts Legacy ont déjà leur petite idée sur le sujet. À mon avis, son éducation s'apparentait étroitement à celle qui sera inculquée à ses arrière-petits-enfants, Narcissa, Bellatrix, Andromeda, ainsi qu'à Régulus et Sirius, troisième du nom, des années plus tard. Et en parlant de Sirius, revenons à Sirius, premier du nom, le grand frère de Phineas. Sachez que s'il y a bien un événement qui a marqué terriblement l'enfance de ce dernier, eh bien c'est le décès prématuré de son grand frère âgé d'à peine 8 ans. Et si cet incident aura un impact plus tard dans la vie de Phineas, il est fort probable qu'il ait joué également sur son comportement. Être confronté à la mort d'une personne qu'on chérissait si jeune ne peut qu'être dévastateur dans l'évolution d'un enfant s'il n'est pas bien accompagné lors de son deuil. Si son éducation n'était déjà franchement pas faite pour le rendre de bonne composition, cet événement n'a en rien été salvateur pour ce qu'allait devenir Phineas par la suite. Maintenant, avançons dans le temps. Phineas a 11 ans et entre à Poudlard. Comme vous vous en doutez, il suit de très près la tradition familiale et est envoyé à Serpentard comme nombreux de ses ancêtres. Et croyez-moi, cette affiliation à la maison vert et argent est quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur, ce qui ne l'a certainement pas aidé à travailler son ego démesuré dû à son appartenance à une vieille famille de sorciers, ou encore à devenir plus indulgent et tolérant avec le reste des élèves n'appartenant pas à des familles dites de sang pur et ceux appartenant à d'autres maisons, comme on peut encore une fois le constater à travers son portrait dans le 5e tome de Harry Potter. Alors on prend la fuite ? Il se retourna. Phineas Nigellus était apparu sur sa toile, adossé contre le cadre. Il regardait Harry d'un air amusé.
Je croyais, reprit Phineas Négélus en caressant sa barbe, qu'appartenir à la maison Gryffondor signifiait qu'on était courageux. J'ai l'impression que vous auriez été beaucoup plus à votre place dans ma propre maison. Car nous les Serpentards, nous ne manquons certes pas de courage, mais nous ne sommes pas stupides. Par exemple, quand on nous donne le choix, nous préférons toujours sauver notre peau. Bref, sans surprise, en sortant de l'école ou un petit peu plus tard, Phineas a fini par épouser une jeune femme appartenant à une vieille famille de sang pur, Ursula Flint. Alors, petite parenthèse, si le nom de famille de Ursula vous dit vaguement quelque chose, eh bien c'est normal, car c'est exactement le même que celui de Marcus Flint, le capitaine de Quidditch de Serpentard durant les jeunes années de Harry Potter. Voilà, fin de la petite parenthèse. Sachez que le couple n'aura pas moins de 5 enfants. Le premier né en 1877, qu'il ne nommera pas contre toute attente Phineas comme sa merveilleuse personne, mais plutôt comme son défunt grand frère Sirius. Comme je vous l'ai dit, je pense que le décès de Sirius l'a beaucoup peiné et qu'il a certainement eu besoin de lui rendre hommage ou du moins de faire transparaître son deuil d'une certaine manière. Sirius, deuxième du nom, sera suivi quelques années plus tard par Phineas, qui sera au passage lui aussi renié, Sinius, Belvina et Arcturus. Ce qui nous démontre deux choses. D'une part, qu'il est fort à parier que c'est Phineas en personne qui a lancé la tendance au sein de la famille de donner aux enfants de la lignée un prénom en lien avec les étoiles et les constellations de façon plus récurrente au vu des prénoms que portaient 3 de ses fils. Qui sait, il était peut-être féru d'astronomie. Et d'autre part, qu'être directeur de Poudlard n'empêche en rien d'avoir une vie de couple et d'engendrer plusieurs enfants. Alors était-il un meilleur père que directeur? Nous l'espérons, car ce n'est un secret pour personne, Phineas est considéré comme le directeur le moins apprécié de toute l'histoire de Poudlard. Enfin, c'est la réputation qui le précède, très certainement due à son mauvais caractère, son cynisme, son sarcasme inégalable et sa conduite des plus sournoises. Mais aussi parce qu'il n'a accepté le poste que pour le prestige qui lui était associé et non pour son attrait pédagogique. Et indéniablement, il n'était absolument pas fait pour l'enseignement, comme il le partage, enfin, son portrait le partage amèrement à Harry dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà précisément pourquoi j'ai toujours détesté être professeur, répliqua Phineas d'une voix encore plus forte que celle de Harry. Les jeunes gens ont toujours l'infernale certitude d'avoir raison en toute chose. Vous est-il déjà venu à l'esprit, mon pauvre jacasseur tout boursouflé d'importance, que le directeur de Poudlard pourrait avoir une excellente raison de ne pas vous confier dans leurs plus infimes détails les projets qu'il a en tête? Avez-vous jamais pris le temps de remarquer que malgré votre sentiment d'être si durement traité, vous n'avez jamais eu à souffrir d'avoir suivi les ordres de Dumbledore? Non, comme tous les jeunes gens, vous êtes convaincus que vous êtes seul à ressentir, seul à réfléchir, que vous seul savez reconnaître le danger, que vous seul êtes assez intelligent pour comprendre ce que le Seigneur des Ténèbres prépare. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai autre chose à faire que prêter l'oreille aux tourments d'un adolescent. Je vous souhaite le bonjour. Certes, ses propos étaient assez rudes, cependant il n'avait pas totalement tort. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Espérons juste qu'il était plus patient, tolérant et moins austère avec ses propres enfants qu'avec ceux des autres. Mais aussi avec ses belles-filles et beaux-fils, ainsi que ses petits-enfants et ses nombreux descendants à travers son portrait. Même si d'après ce que l'on peut constater, cela n'avait pas vraiment l'air d'être le cas. Et en parlant de portrait, sachez qu'après sa mort en 1925, son portrait fut accroché dans le bureau du directeur de Poudlard afin de soutenir et conseiller le directeur actuel des lieux, mais aussi au 12 Square Grimmauld dans la maison de ses ancêtres, ce qui lui permit même après la mort d'enquiquiner son monde autant à Poudlard que dans le foyer Black. Quelle chance pour sa descendance! Bien que je pense sincèrement que Phineas, enfin sa représentation magique, a dû terriblement regretter que le véritable Phineas opte pour cette option magique post-mortem après la mort de Sirius, troisième du nom, obligeant ainsi à sa réplique à assister à l'extinction de la lignée des Blacks. Dois-je comprendre, dit lentement Phineas Nigellus à la gauche de Harry, que mon arrière-arrière-petit-fils, le dernier des Blacks, est mort? Oui, Phineas, répondit Dumbledore. Je ne le crois pas, dit Phineas d'un ton brusque. Harry tourna la tête à temps pour le voir sortir de son portrait et sut aussitôt qu'il allait se rendre dans son autre tableau du Square Grimmauld. Peut-être irait-il ainsi de toile en appelant Sirius dans toute la maison.
Alors je tiens à souligner quelque chose d'important. Lorsque Phineas dit le dernier des Black, il parle du dernier héritier portant le nom de famille des Black. Il ne parle pas des autres héritiers du même sang. Parce que oui, Drago, Nymphadora et d'autres sangs purs sont techniquement eux aussi affiliés à la famille Black. Mais ce sont des héritiers d'autres familles qui ne pourront donc pas perpétrer le nom de la très ancienne famille Black. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Pauvre Phineas, décidément, le prénom Sirius ne lui aura vraiment pas porté bonheur. Enfin, heureusement pour lui, il ne s'agissait que de son portrait magique et non de sa vraie personne. Et toujours en parlant de portraits, j'aimerais faire brièvement un petit point sur ces derniers. Il faut savoir que chaque directeur de Poudlard a le privilège d'être peint avant sa mort par de très bons artisans magiques. Et si ces derniers insufflent déjà à leur œuvre quelques traits de la personnalité du modèle peint, c'est le directeur lui-même qui doit perfectionner sa copie, car une fois le portrait terminé, le modèle ou autrement dit le directeur devra mettre le tableau sous clé afin qu'il soit le seul à pouvoir interagir avec son portrait magique. Et durant cette période de confinement du portrait, le directeur de Poudlard devra lui rendre visite régulièrement, afin que sa copie apprenne à calquer ses comportements, ses mimiques, sa prosodie, ses expressions, et qu'il apprenne également sa vie, ses secrets, certains souvenirs importants, les valeurs qui lui tiennent à cœur et qu'il veut perpétuer, et certaines connaissances et savoirs utiles qui pourront le succéder pour les siècles et les siècles à venir. Concernant Phineas, il est d'une évidence folle qu'il a inculqué à son portrait magique bon nombre de choses pour qu'il lui ressemble en tout point. Après tout, s'il a fait la demande d'avoir un double cadre pour que son portrait magique puisse vaquer entre Poudlard et la demeure des Black, eh bien ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il avait besoin d'une certaine manière de garder le contrôle et guider sa descendance après sa mort, comme il allait le faire avec ses successeurs à Poudlard. Et comme on a pu le constater, son portrait magique ressemble en tout point au Phineas d'origine. Cependant, il vient quand même en aide aux différents directeurs de Poudlard. Enfin, autant qu'aurait pu le faire Phineas, c'est-à-dire d'une manière pas toujours des plus collaborantes, surtout avec Albus Dumbledore. Mais ça, je vous raconterai dans un prochain épisode. Avant de clôturer cette vidéo, il est très important de mettre en lumière que malgré ses valeurs des plus douteuses sur la pureté de sang, le portrait de Phineas n'a jamais été du côté de Voldemort. Il a même fêté sa défaite avec les autres portraits magiques dans le bureau du directeur de Poudlard. Ce qui démontre quand même que Phineas Nigellus, malgré son caractère des plus pénibles, n'était pas aussi horrible qu'on le dit. D'ailleurs, sachez que la phrase mythique que prononce Kingsley dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix n'est pas la sienne, mais bien celle du portrait de Phineas Nigellus Black. Voyez-vous, monsieur le ministre, il y a bien des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec Dumbledore, mais il faut lui reconnaître qu'il ne manque pas de style. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez un peu mieux le personnage de Phineas Nigellus Black. Si vous voulez des vidéos sur Hogwarts Legacy ou sur Phineas et sa lignée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de transplaner, n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like et de partager cette vidéo à vos amis sorciers. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.